remercie Dr Ben Hamida ainsi Dr Ben Hamouda. Je remercie tous les membres de la STGO de m'avoir accordé et donné l'occasion pour parler d'un thème qui est un peu sec, hein, c'est la prévention des RPM en fin de journée. Là, je vais aller peut-être rapidement concernant les mécanismes physiopathologiques de la RPM, le diagnostic de la RPM pour enfin entamer le cœur de ce sujet qui est la prévention de la RPM. Donc, je vais passer directement à la prévention, puisque ce thème-là a été abordé le matin. Donc, la RPM, vraiment, c'est un grand problème de santé publique, vu le fardeau économique, social et ses répercussions sur la version maternelle, la version fœtale. On a largement vu le séquelles néonatales, mais aussi bien, il y a des complications maternelles. Donc, tout l'intérêt de rechercher et de voir quels sont les moyens qu'on peut faire pour, bien sûr, avoir une prévention. Donc, nous allons aborder la prévention de la RPM avant terme avec une considération de toutes les stratégies de prévention globale de la maturité spontanée qui vont avoir un effet indirect. En effet, différentes mesures de prévention ciblées sur les facteurs de risque précis ont été évaluées à travers une revue de la littérature, mais sincèrement, aucune étude n'a prouvé l'efficacité d'un moyen dans le cadre de prévention par rapport à un autre moyen. La prévention primaire passe avant tout, suppose de pouvoir établir une prédiction individuelle et bien sûr avoir entre nos mains des moyens de prévention qui doivent être efficaces, mais sincèrement, à l'heure actuelle, malheureusement, il n'existe aucun modèle de prédiction personnalisée de la RPM avant terme qui se soit à la fois discriminant, validé, utilisable en routine. Bien sûr, je suis toute patiente et il semble de plus peu probable que ce genre de modèle soit un jour bien défini, puisque dans la grande majorité des cas, on ne trouve aucun facteur de risque pour la RPM avec les études qui sont au niveau de preuve 2. Donc là, je vous montre une étude qui est très importante, qui a été publiée en 2015, qui avait étudié le rôle ou qui a examiné les effets de la progestérone 17-alpha hydroxyprogestérone, l'effet de l'acétate de médroxyprogestérone sur en fait la prévention de la RPM. En effet, ces trois molécules vont entraîner une inhibition des facteurs nécrose tumorale alpha, vont entraîner la fragilisation de la membrane fœtale induite par la thrombine en deux points distincts de la voie de fragilisation de la membrane fœtale et entraîne aussi une production et l'action de granulocytes macrophages colony stimulator factor. Le mécanisme d'action est le suivant. Le TNF et la thrombine en tous les deux vont affaiblir les membranes fœtales et vont entraîner l'augmentation des niveaux de GM CSF du côté de la membrane fœtale. Chacun d'entre eux va entraîner le blocage aussi bien de la production, mais aussi bien l'action en aval du facteur de stimulation de colonies granulocytes macrophages, qui est un intermédiaire qui est très intéressant, très important. Donc, ce macrophage, granulocyte macrophage, va entraîner la résistance à la rupture de la membrane fœtale d'environ 70% des cas, ce qui va être inhibé par un pré-traitement, par un progestatif. Ce résultat a montré que par ordre de puissance, la progestative est moins puissante que la médroxyprogestérone et elle est moins puissante que l'hydroxyprogestérone en termes de prévention des RPM. Ces résultats sont cohérents avec l'administration de progestatifs dans la prévention de la rupture prématurée de membrane, puisque le pré-traitement par la progestatif, il bloque la fragilisation de membrane aussi bien qui a été induite par le TNF, qui entre dans le mécanisme physiopathologique des RPM, et la thrombine, en inhibant à la fois la production et l'action de ce GM-CSF. Par les mêmes équipes, après 2 ans, ils vont ressortir un autre papier dont l'objectif était le suivant, de caractériser les effets inhibiteurs de la 17-alpha-hydroxyprogestérone sur le facteur de nécrose tumorale alpha et sur la fragilisation de la membrane fœtale induite par la thrombine in utero. Là, ce serait très important parce que le progestatif 17-hydroxyprogestérone caproate est l'un de 2 seuls agents recommandés
pour l'utilisation clinique dans la prévention des accouchements prématurés et par conséquent, on peut l'utiliser pour donc, la prévention des RPM. Les auteurs de cette présente étude ont développé un modèle in vitro pour étudier le processus de fragilisation des membranes. Eh bien, le plan d'étude, il est suivant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont pris des fragments de membranes fœtales humaines provenant d'un accouchement par césarienne, à terme, sans complications, sans dysgravidie, donc sans complications de ménage ou sans complications de RPM, qui ont été cultivés avec ou sans le 17-alpha-hydroxyprogestérone. Et après 48 heures, le milieu a été retiré et a été remplacé donc avec ou non l'addition de ce facteur de nécrose donc tumorale alpha ou de thrombine ou des colonies de granulocytes macrophages à des doses bien sûr bien déterminées, donc 20 nanogrammes pour le facteur tumoral alpha et de 100 nanogrammes par millilitre pour le granulocyte macrophage. Et puis après 48 heures de culture, le milieu provenant du compartiment maternel du modèle a été bien analysé pour les facteurs de stimulation de colonies granulocytes macrophages et les fragments de membrane fœtale qui ont été testés par ou pour leur résistance à la rupture de la membrane du côté, bien sûr, fœtal. Ben, les résultats de cette étude sont très intéressants, sont très pertinents. Donc, la conclusion, elle est bien établie. Donc, le 17-hydroxyprogestérone a entraîné l'inhibition, l'affaiblissement de la membrane fœtale qui a été induit par le TNF et par la thrombine. Et bien sûr, cet affaiblissement, il est dose dépendant. Par contre, le 17-hydroxyprogestérone ne parvient pas à inhiber l'affaiblissement de la membrane fœtale induit par le GM-CSF. Cela suppose bien sûr que donc, les progestatifs qui ont été bien étudiés qui a été publié en 2015 étaient plus efficaces pour prévenir donc, la rupture prématurée de membrane par rapport à le 17-hydroxyprogestérone. Donc, une autre étude qui a été publiée en 2019, l'objectif de cette étude était d'examiner l'effet d'un agent anti-inflammatoire, l'aspigique, donc sur la prévalence de la rupture prématurée de membrane. Donc là, c'est une analyse rétrospective, donc ils ont colligé 3027 patientes qui étaient enceintes et donc qui ont été identifiées par un programme de dépistage entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée, donc à haut risque de développer une prééclampsie à début bien sûr précoce, et ces femmes bien sûr donc en comparant avec des femmes avec un risque qui est faible de développer donc une dysgravidie telle que la prééclampsie et qui n'ont pas reçu le 150 mg de l'aspirine. Et ben la prévalence de la RPM a été comparée avec donc à celle d'une cohorte d'observation qui n'a pas donc fait le dépistage de la prééclampsie et ils n'ont pas pris de l'aspirine à la dose de 150 mg. Ben, les résultats sont surprenants que la prévalence de la RPM dans le groupe à haut risque donc, était d'environ 3,1% et était plus élevée par rapport à donc, le groupe à faible risque. La prévalence de la RPM dans le groupe à haut risque qui a été traité par donc, de l'aspirine était d'environ 1,8% contre 1,5% dans le groupe à faible risque, et la prévalence des RPM chez les patients à haut risque du groupe d'observation qui n'ont pas eu le dépistage de la prééclampsie, n'ont pas eu de l'aspirine, donc par rapport à, aux patients à haut risque du groupe d'intervention, donc n'était pas donc statistiquement donc significatif. Le P était donc de 0,31. Donc la RPM, donc l'aspigique a permis une légère réduction de la prévalence de la RPM. Et donc, le traitement par l'aspirine des femmes considérées à haut risque donc, de développer prééclampsie peut réduire dans certaines situations donc, la prévalence de la RPM. Mais sincèrement, l'étude elle est trop faible, donc n'est pas considérée comme un bon outil pour de dépistage pour prédire bien sûr la prévalence ou la survenue de l'RPM chez ces patientes-là. Donc, une autre étude plus ancienne a été publiée, un papier ressorti en 2014 concernant la supplémentation en DHA, l'oméga 3 et l'oméga 6. Donc, cette étude avait colligé 300 patientes qui ont été recrutées, donc qui étaient enceintes donc, à 8 semaines d'aménorrhée. Donc, et quand ils ont reçu donc, DHA à la dose d'environ 2 comprimés par jour, donc un comprimé de 100 mg par jour, bien sûr administré de façon quotidienne jusqu'à l'accouchement, et comparé à un autre groupe de patientes qui ont reçu de l'huile d'olive.
kif 2 comprimés par jour. Eh ben, cette étude suggère que la supplémentation maternelle en oméga donc 3, oméga 6 peut avoir des effets bénéfiques en raison des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En effet, les huiles de poisson agissent comme étant des antagonistes compétitifs des prostaglandines, donc ciblant ainsi la maturation cervicale prématurée qui constitue une étiologie majeure d'accouchement prématuré. Les compléments alimentaires à base d'oméga 3 constituent donc une prise intéressante pour les recherches futures car ils semblent efficaces pour réduire l'incidence des naissances prématurées. Et donc, ce contexte-là, des ajustements dans le timing et le dosage seront nécessaires pour développer un protocole de pratique clinique de routine et ressortir de recommandations qui seront utiles pour notre pratique quotidienne. Donc, ce papier-là constitue un essai clinique randomisé à double aveugle. Donc, dans un groupe qui a donc évalué les effets de supplémentation en cuivre pendant la grossesse sur la prévalence de survenue de la RPM. Et là, ils ont comparé deux groupes de patientes. Un groupe qui a reçu donc d'une dose de cuivre aux alentours de 1000 mg par jour contre un placebo. Donc, c'est à partir de 7 semaines d'aménorrhée jusqu'à l'accouchement. Et le deux, bien sûr, au groupe de femmes avaient donc les mêmes caractéristiques sociodémographiques, le même IMC, le même âge gestationnel. Et là, on a constaté, ou le résultat de cette étude avait montré qu'il n'y a pas sincèrement une différence statistiquement significative en ce qui concerne l'incidence de la RPM, l'accouchement prématuré, les saignements vaginaux, la survenue de la préclampsie ou le décollement placentaire. En effet, le taux d'infection était significativement plus élevé dans le groupe témoin avec une P qui est très significatif. Donc, en effet, le déficit vitaminique ne soit pas un facteur de risque reconnu. Des essais randomisés ont évalué la supplémentation en vitamine C associée à la vitamine E et entraînant ainsi une diminution ou une augmentation de la fréquence de RPM avant terme ou l'absence d'effet carrément. Et bien, concernant les mesures de prévention primaire, il est recommandé de ne pas prescrire une supplémentation vitaminique dont l'objectif de réduire le risque de la RPM avant terme ou de prévenir la survenue de la RPM avec un accord professionnel. Là, c'est un papier aussi intéressant puisqu'il parle, donc il s'intéresse à un autre axe de prévention qui repose essentiellement sur le traitement des infections vaginales. Les stratégies de dépistage et de traitement de colonisation ou des infections bactériennes n'ont pas été bien évaluées que dans le cadre d'une réduction globale du risque d'accouchement prématuré et non pas de réduction de risque de survenue d'une éventuelle RPM. Il existe ainsi aussi des données en faveur de traitement des bactériémies qui sont notamment un streptocoque B, dans le but de prévenir les infections symptomatiques et les naissances prématurées qui constituent une étiologie de RPM. En effet, le traitement des infections sexuellement transmissibles qui sont symptomatiques a été bien recommandé et a prouvé son effet dans la littérature pour la prévention de la survenue de la RPM dans certaines études, dans certains papiers. Là, une analyse descriptive de 3 sociétés savantes sur la RPM, notamment celle du Collège américain, le Royal College, et aussi la Société canadienne, qui ont montré des variations et bien sûr dans la littérature concernant les défis pour la prévention de la RPM. En effet, plusieurs essais et méta-analyses ont montré que les stratégies d'antibiothérapie prophylactique ou de traitement de la vaginose bactérienne n'étaient pas associées à une réduction du risque de RPM avant terme avec niveau de preuve qui est 1. En effet, ce résultat était similaire chez les patientes à risque moyen et à haut risque pour l'accouchement prématuré. Eh bien, chez les patientes asymptomatiques, il n'est pas recommandé de dépister et de, bien sûr, traiter la vaginose ou les infections sexuellement transmissibles dans l'objectif de prévenir la RPM avant terme avec niveau grade A. Au total, aucun modèle de prédiction individuelle du risque de RPM avant terme n'a été validé et leur utilisation n'est pas recommandée en pratique clinique. Pour la prise en charge
obstétricale de la RPM déjà installée avant terme, là, ça va entraîner, s'inscrire bien sûr dans le cadre de prévention tertiaire et vise bien sûr, si l'RPM elle est là, on va viser à bien sûr réduire les conséquences donc, de cette pathologie, aussi bien les conséquences maternelles, mais aussi les conséquences qui sont donc d'ordre fœtal. En conclusion, la RPM avant terme est une étiologie majeure de prématurité. Elle contribue de façon très importante à la mortalité et la morbidité de l'enfant prématuré à court et à long terme. Et la prévention des RPM constitue un enjeu majeur pour les équipes donc, obstétricales, les équipes pédiatriques en visant évidemment à réduire certaines complications et les conséquences qui sont délétères et le fardeau économique sur la société qui est vraiment très important. Là, on encourage, donc, bien que la littérature soit très abondante, mais l'interprétation, sincèrement, de certaines études, elle n'était pas valide et elle n'a pas une grande puissance pour indiquer un traitement ou une conduite qui permet donc de réaliser une prévention de la RPM. Là, des larges études en population permettant d'établir des protocoles, de ressortir en fait de recommandations pour la prévention individuelle de la RPM, ce qui permet bien sûr de mieux analyser le pronostic néonatal de façon plus pertinente. Et merci. Merci, Dr Zoukar. Avant de passer aux recommandations, peut-être si la salle a des questions à poser, des commentaires. Justement, Madame Benahmida, on peut parler pour les infections. Donc, Madame Mariam, je crois, elle a dit qu'il ne faut pas traiter les streptobés qui sont asymptomatiques, donc, ce qui revient à se retrouver dans la littérature. Nous, en tant que médecins gynécologues obstétriciens, on fait un prélèvement vaginal de façon systématique à 33 semaines. Donc, si on trouve un streptobé, est-ce qu'on traite, oui ou non? Normalement, non. Pour nous, néonates, on critique cette conduite parce qu'après, ça déstabilise la flore et ça engendre une émergence des BGN amphi-résistantes. D'accord. À travers la littérature, j'ai bien constaté qu'il ne faut pas dépister les infections vaginales. Est-ce qu'on continue à réaliser le prélèvement vaginal, oui ou non? Parce que là, je fais une revue de la littérature. Donc, selon la littérature, selon les papiers qui ont été publiés récemment, il ne faut pas faire même le dépistage pour les infections vaginales. Si les patientes n'est pas... Alors, il faut faire la différence. Qu'est-ce qu'on va dépister d'abord? Et à partir de quel terme? Là, le dépistage, il vise uniquement le streptocoque du groupe B. D'accord? Et c'est alors là, c'est une recommandation de grade A. Donc, la preuve scientifique a été établie pour faire ce dépistage à partir de la 34e semaine d'aménorrhée. Si le prélèvement est positif, on ne traite qu'en perpartum. S'il est négatif, c'est une personne... Alors, le portage n'est pas constant, il est variable. C'est pour ça qu'on le fait à partir de 35 semaines et le portage dure environ 5 semaines. D'accord? Si, à partir de 35 semaines, en rajoutant 5 autres semaines, s'il est négatif, on est sûr que jusqu'à l'accouchement, la patiente ne va pas avoir un portage positif par la suite. D'accord? Donc, c'est une recommandation qui est reconnue de grade A. On continue à faire et même si on ne l'a pas fait, on va voir les recommandations tout à l'heure, même si il n'a pas été fait, une antibiothérapie doit être instituée si la rupture dépasse les 12 heures. Et pour les néonates, c'est une avancée considérable. Le dépistage du portage vaginal a permis une réduction considérable de l'IMF à streptobé, qui est une infection très grave et très insidieuse aussi. Le nouveau-né vire 180 degrés en 1 heure de temps, il peut en mourir.